Alors bonjour à tous les trois, Nicolas, Guillaume, Maxime. Nicolas, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en deux mots quel est votre métier? Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nicolas Jacob, je suis à Odo BHF et plus exactement la filiale de gestion d'actifs, donc Odo BHF Asset Management. Et mon métier en particulier est d'analyser les sociétés cotées. Donc on travaille sur les marchés financiers, c'est-à-dire des sociétés qui sont cotées en bourse. Et donc mon travail consiste à analyser les sociétés d'un point de vue dit extra-financier. Donc l'analyse financière est quelque chose d'assez commun depuis longtemps. L'analyse extra-financière est plus récente, se développe à grande vitesse depuis quelques années. J'y reviendrai, quelques événements importants qui amènent à ça. Et donc mon métier consiste à analyser les sociétés, aussi bien donc, sur des questions qui ont trait à l'environnement, au social, donc le bien-être des employés, la qualité des relations humaines, etc. Et les aspects de gouvernance, donc c'est-à-dire comment les sociétés sont gérées d'un point de vue des organes de direction et de contrôle. Ok, si vous n'avez pas tout compris, parfois sur des mots techniques, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, il n'y a pas de problème. Guillaume, Maxime, vous êtes tous les deux chargés d'affaires. Guillaume, vous pouvez peut-être expliquer également en quelques phrases ce que vous faites, et puis Maxime pourra expliquer aussi les différences entre vos deux métiers. Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Guillaume Marquedasso, j'ai 28 ans. Je travaille dans un fonds d'investissement, le même que Maxime, qui s'appelle Vinberg Capital Partners. Et donc, un fonds d'investissement, pour resituer, c'est un fonds qui rachète des entreprises et le revend au bout de quelques temps, selon la catégorie du fonds. Donc, nous, avec Maxime, on est actionnaire d'une entreprise. Actionnaire, ça veut dire quoi? C'est dans une entreprise, il y a des personnes qui la dirigent, donc les dirigeants, il y a des départements en dessous, que ce soit finance, ressources humaines, logistique, commercial. Donc il y a un peu tout ça. Et nous, on est encore extérieur à l'entreprise parce on est ceux qui la détenons. Et donc les personnes qui la détiennent, ça peut être des personnes physiques, si vous rachetez des actions d'entreprise, mais ça peut aussi être des professionnels de l'investissement, donc comme le fonds duquel on fait partie avec Maxime. Euh, et pour en arriver là, moi j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait une classe préparatoire et une école de commerce. Et avant de travailler dans un fonds, j'ai travaillé 2-3 ans dans un autre département de la finance. Mais ça, on y reviendra plus après. On en insistera effectivement tout à l'heure sur vos parcours à tous les trois. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, Maxime, vous avez effectivement plein de points communs parce que vous êtes tous les deux chargés d'affaires. Mais du coup, quelle est la différence avec Guillaume? Alors concrètement, bonjour à tous. Donc Maxime Amian. Donc moi aussi je travaille chez Vinberg Capital. Donc contrairement à Guillaume, Guillaume il investit donc son métier c'est d'investir dans des sociétés qui sont non cotées. Et moi j'investis dans des sociétés cotées. Donc c'est des sociétés qui ont leur capital ouvert au public. Donc c'est-à-dire que chacun des particuliers peut acheter des actions de la société. Et donc, du coup, notre travail au quotidien avec Guillaume, c'est d'analyser des sociétés, donc savoir la santé financière, donc savoir si l'activité dans laquelle la société opère est une activité qui a des bonnes perspectives de croissance. Et puis, c'est de se faire une conviction sur l'équipe de direction et bien évidemment, c'est d'acheter au meilleur prix et revendre le plus cher. D'accord. N'hésitez pas, hein, je vous le redis, à poser vos questions sur le chat. Il y a une question qui revient souvent quand on présente des métiers, c'est quand est-ce que vous êtes engagé sur cette voie? Maxime, on peut continuer sur vous. Quand est-ce que vous êtes dit, bah, je vais faire ce métier-là, donc je vais me lancer dans la finance? D'accord. Donc, comment c'est apparu? Donc, j'ai eu la volonté, c'était à la fin de mes années de lycée, j'avais une appétence un peu plus pour les mathématiques et pour l'économie. Et donc, du coup, je suis allé naturellement, j'ai fait un parcours universitaire et de plus en plus, j'ai eu la volonté de m'orienter plutôt vers la finance d'entreprise. Donc, c'est-à-dire de la finance d'analyser des sociétés, de comprendre la santé financière des sociétés
Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé ma carrière du côté conseil. Donc, j'ai côté conseil, c'est-à-dire on analyse des sociétés pour d'autres sociétés. Et donc, du coup, je me suis formé sur ces métiers-là. Et puis après, j'ai voulu vraiment être partie intégrante de la finance et de me dire que je voulais investir directement dans les sociétés et sentir que j'avais un réel impact dans leur développement. D'accord. Merci beaucoup. Guillaume, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que c'était à peu près au lycée, les mathématiques, le même profil ou est-ce que c'est devenu un peu plus tard? Ouais, moi c'est assez similaire. En fait, j'ai pas toujours voulu faire de la finance, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de mes études et de ma compréhension des différents métiers qui s'ouvraient à un étudiant sorti d'école. Mais j'ai toujours bien aimé les mathématiques, mais aussi donc le côté abstrait des maths. Mais d'une manière un peu schizophrène, j'aimais aussi l'histoire et la philo. Donc c'est pour ça notamment que j'ai fait une classe préparatoire pour les écoles de commerce, parce que ça permettait de toucher encore à ces matières. Et la finance, ça me plaisait beaucoup parce qu'on faisait encore des maths. En revanche, le côté finance de marché, on va dire très chiffré, l'image un peu que j'avais des traders, ça me plaisait moins parce que il y avait un côté quasi autiste que je trouvais un peu trop présent. Et le côté finance d'entreprise m'a davantage rassuré parce que j'ai l'impression d'être au contact de la réalité du quotidien de tous les Français qui travaillent dans les entreprises et d'avoir quelque chose, un côté de terrain et entrepreneurial beaucoup plus marqué que la vision que je m'en fais, peut-être fausse, de la finance de marché. Donc c'est pour ça que je trouvais que la finance d'entreprise, ce qu'on fait tous les trois, a un côté beaucoup assez séduisant et qui permet un peu de répondre à toutes les questions et les appétences que j'avais pour ces différents secteurs. Merci Guillaume. Donc, je rappelle que donc, Maxime et Guillaume, vous êtes tous les deux chargés d'affaires. On reparlera, hein, c'est important, de ce qu'on imaginait de la finance et de ce qu'est en réalité la finance dans vos métiers et voir si les jeunes qui nous écoutent avaient déjà aussi ces visions-là de la finance. Et on va voir si ils l'ont toujours à la fin de ce webinaire. Nicolas, vous, quand est-ce que vous vous êtes dit je vais faire de la finance et quand est-ce que vous êtes orienté vers ce métier? Je vous laisse aussi rappeler peut-être aux jeunes quel est votre métier exactement, puisqu'on me demande sur le chat. D'accord. Alors effectivement, donc moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'exerce sur les marchés financiers. Et donc, comme mes camarades, c'est plutôt dire au début des études supérieures que j'ai eu envie de travailler dans le domaine. Non pas parce que j'étais un grand matheux, mais c'était plutôt la matière, l'économie qui m'intéressait, ce qui va avec, hein, en termes de macroéconomie et de vie des entreprises, aussi la micro, bien entendu. Et donc, mes stages que j'ai eu l'occasion de faire à cette époque m'ont amené au fur et à mesure donc, à vouloir exercer effectivement ce métier. Tout d'abord donc en gestion d'actifs, hein, donc ce que je refais aujourd'hui, mais j'ai eu un passage intermédiaire en analyse financière pure. Moi, j'ai commencé en fait donc en 2001 à gérer des portefeuilles d'actions, hein, donc sur les marchés cotés toujours. Alors, qu'est-ce que sont des actions, pardon, Nicolas, pour ceux qui sont avec nous? Oui, excusez-moi. Donc, une action, c'est une part du capital d'une entreprise, hein, donc, qui est cotée en bourse, hein, donc sur un marché. Et donc, un investisseur, soit particulier, soit institutionnel, peut acheter des parts de ces sociétés, donc des actions, sur le marché. Donc, ça cote en continu. Donc, on peut acheter, vendre à n'importe quel moment sur ce type de marché. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai commencé par faire ça. Ensuite, je me suis orienté vers l'analyse financière pure, donc ce qu'on appelle dans le jargon, je suis désolé, mais c'est l'analyse sell-side, c'est-à-dire qu'on vend nos conseils d'analyse financière aux investisseurs. Donc, je pense que mes camarades voient tout à fait de quoi je parle. Ça veut dire que j'ai envie d'investir quelque part, je ne sais pas trop où investir, et puis vous me conseillez en fonction de ce que j'ai envie, dans quoi j'ai envie d'investir. Okay. Voilà, sachant que c'est un service d'analyse financière, de recherche financière qui s'adresse plus à des investisseurs institutionnels, c'est assez peu accessible aux particuliers, mais en tout cas, le but est d'analyser les sociétés, un secteur en général, un secteur en particulier, et de donner des recommandations d'achat, de vente et d'argumenter pourquoi
à quel moment c'est intéressant d'acheter telle ou telle société ou de la vendre au contraire. Donc ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, c'était sur le secteur de l'assurance. Alors c'est important le secteur de l'assurance parce que c'est aussi ce qui m'a conduit par la suite à faire ce que je fais aujourd'hui, donc de l'analyse extra-financière, où on regarde les critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Alors pourquoi ça m'a conduit à ça? Parce que l'assurance, c'est vrai que c'est un secteur où fondamentalement les sociétés interviennent sur des sujets de long terme. Donc c'est les risques liés au climat, c'est les risques liés à la santé, c'est l'épargne retraite. Donc ce sont vraiment des sujets qui sont des sujets de long terme et où il y a des enjeux, on le voit bien et on le voit de plus en plus, qui sont de plus en plus importants aussi pour tout un chacun. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup du climat, à juste titre. On voit la crise actuelle, crise sanitaire, qui a beaucoup de répercussions pour chacun de nous dans nos vies. Donc, on voit aussi comment il faut se réorganiser pour acheter ce dont on a besoin en première nécessité, enfin pour beaucoup de domaines différents. Donc, c'est vrai que ce secteur de l'assurance, c'était un peu au cœur en fait, du bon fonctionnement de l'économie quelque part. Et donc, ça m'a donné envie aussi d'élargir ou de rallonger l'horizon d'analyse et de revenir donc plus sur un horizon long terme, parce que voilà, avec la conviction que c'était de toute façon sur des horizons plus longs que on pouvait agir dans l'intérêt du plus grand nombre et donc pas uniquement, peut-être vexer mes camarades, pas uniquement dans l'intérêt de l'actionnaire. Voilà. Mais des employés, des fournisseurs, des clients, évidemment, des différentes parties prenantes, collectivités publiques, etc. On va revenir effectivement sur les situations et les environnements, et notamment avec cette crise sanitaire tout à l'heure, puisqu'il y a pas mal de questions sur le chat qui en parlent. Avant, il y avait une question de Leïla que je vais poser à Maxime, et puis aussi, bien sûr, Guillaume et Nicolas, vous pouvez rebondir sur quelle est la différence entre la finance de marché et celle des entreprises. D'accord. Donc, la finance de marché, c'est les entreprises ont leur capital ouvert au public. Donc, c'est-à-dire que des grandes sociétés peuvent acheter le capital des entreprises ou même les particuliers peuvent acheter une part du capital des entreprises. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, par l'intermédiaire de votre banque, demander d'acheter une action, par exemple, d'une société, par exemple Danone, Orange ou Carrefour. Et la finance d'entreprise, souvent, si on parle en termes d'investissement, c'est des sociétés dont le capital est fermé et qui n'est pas ouvert au public. C'est souvent des fonds d'investissement qui investissent au sein de ces sociétés où simplement leur capital n'est pas ouvert. D'accord. Une différence par rapport à la finance de marché. La finance de marché, c'est un marché qui est assez global. Donc, on peut à la fois s'échanger des actions de société, mais également on peut s'échanger de la dette de société, donc c'est-à-dire des emprunts ou autres types de produits financiers. Et Guillaume, Nicolas, quels sont les métiers qu'on va retrouver au sein des entreprises si on veut exercer d'autres métiers au sein d'une entreprise plutôt du côté finance, qu'est-ce qui existe autre que les métiers que vous exercez? Ouais, alors on peut très bien travailler dans la finance pour une entreprise. Par exemple, on va prendre un exemple qui parle à tout le monde, Burger King. On peut très bien être directeur financier de Burger King. Donc, on s'occupe des comptes, on regarde au jour le jour la performance des restaurants et on reporte à cette direction, donc au président, directeur général, ce qui va pas. On fait la comptabilité aussi, donc on établit une sorte de ce qu'on appelle le reporting. On regarde ligne par ligne entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a dépensé, est-ce que l'entreprise génère de l'argent ou pas. Donc ça, s'il y a une fonction finance qui est propre à n'importe quelle entreprise, toutes les entreprises que vous avez en tête ont une fonction finance qui permet un peu de structurer, de vérifier que l'entreprise est viable. Et justement, ça rejoint un peu des questions qui étaient posées sur le confinement, n'est pas en faillite. Il y a un contrôle interne qui est nécessaire à chacune des entreprises. Donc ça, on va dire que c'est la finance interne à une société. Ensuite, il peut aussi y avoir des métiers de la finance qui sont externes à l'entreprise. Par exemple, Burger King peut faire appel
à des conseillers en finance pour certaines opérations. Par exemple, ils ont envie la personne qui détient Burger King, donc a envie de faire une opération ou de racheter par exemple McDonald's en France. Elle va avoir besoin d'un conseil en finance parce qu'elle n'a pas forcément toutes les informations ou tout le savoir sur cette opération. Et donc les conseils en finance, là c'est encore un autre secteur de la finance, c'est la finance qu'on peut appeler externe, le conseil en finance. Et donc ça, par exemple, des grandes banques américaines ou même des banques françaises comme Rothschild et Lazard font ce conseil en finance pour permettre, par exemple, un rapprochement de deux entreprises. Et un dernier exemple, ça peut être que l'actionnaire de Burger King, en l'occurrence, c'est un fonds d'investissement. Donc, c'est un peu le métier qu'on fait Maxime et moi. C'est un fonds qui s'appelle Bridgepoint, qui est un fonds anglais et qui a un bureau à Paris, qui est co-actionnaire, par exemple, de Burger King. Donc, pour vous montrer que là où vous allez peut-être une fois par semaine, je vous le souhaite pas, mais de temps en temps, en fait, même dans une entreprise classique que vous croisez tous les jours, il y a de la finance un peu partout. Super, je viens à la question qui brûle un peu sur le chat, c'est du coup, comment vous gérez la crise sanitaire actuelle? Est-ce que le confinement met en faillite ou en danger les entreprises que vous gérez ou que vous côtoyez dans vos métiers? Nicolas, je vous laisse peut-être commencer par répondre. Oui, alors en l'occurrence, la crise actuelle, effectivement, pour nous, d'un point de vue direct, ça pose pas un problème majeur puisqu'on est vraiment un métier de service pour le coup. Donc on est en mesure de tous télétravailler. C'est quand même un avantage certain dans cette période. Après, évidemment, ça dépend vraiment des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très en difficulté, on voit bien, des secteurs moins. Donc c'est aujourd'hui très compliqué à dire et quand même très difficile de savoir dans quel état l'économie va ressortir de cette crise, malgré tous les schémas et les aides qui sont mis en place. Voilà, mais en tout cas, nous, à notre niveau, on n'est pas très impacté, si ce n'est si les marchés financiers baissent, évidemment, ça pèse sur nos actifs et donc sur la rémunération, notre propre rémunération en tant que société, évidemment. Maintenant, il y a d'autres métiers au sein du groupe. Donc, moi, sur la gestion d'actifs, mais il y a aussi un métier sur la recherche et qu'on appelle le courtage, les traders qui achètent, vendent les titres financiers. Là, un peu contre-intuitivement, en tout cas pour les gens qui ne sont pas dans le métier, le mois de mars a été un bon mois parce qu'il y a eu de la volatilité. Donc, il y a eu beaucoup d'intervenants qui sont venus sur le marché pour acheter et pour vendre. Donc ça a un effet positif. C'est un peu contradictoire, entre guillemets, ou contre-intuitif, mais ça a eu un effet positif sur le type d'activité. Après, moi qui suis sur une activité plus de stock, où on gère des fonds, voilà, c'est de l'argent qui est là. Évidemment, la valeur de ces fonds baisse. Donc oui, ça pèse un petit peu. Mais notre emploi est évidemment beaucoup moins en danger que dans énormément d'autres secteurs qui aujourd'hui, voilà, encore une fois, on ne sait pas trop comment ça va. Est-ce que les amortisseurs existants et nouveaux vont suffire? Ce sera intéressant de suivre ça, évidemment, d'accompagner. Nous, en tant qu'actionnaires, notre rôle aussi, en tout cas sur certains fonds, certains types de fonds, sera d'accompagner évidemment ces entreprises et de veiller aussi à ce que les choses se passent le mieux possible. Je vois une question sur le chat. On a effectivement l'idée des personnes qui travaillent dans la finance, qui travaillent beaucoup, qui ont des grosses cernes et qui travaillent des heures. Du coup, la question, c'est effectivement, vous travaillez combien de temps par jour? Maxime, je vous laisse commencer par répondre. Tout dépend, mais les journées, il faut avoir en tête que les journées en finance d'entreprise sont assez longues, donc il n'y a pas de journée de type, mais on peut avoir des moments où on travaille davantage. Les soirées peuvent être au boulot, mais sinon il y a des journées où on peut relâcher un peu, mais c'est sûr que les journées sont assez denses. Donc, vous dire en nombre d'horaires, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr que les journées on fait un peu plus de 35 heures. Est-ce que c'est pareil pour vous, Nicolas? Oui, alors moi, j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs métiers dans la finance. Donc, effectivement,
si je parle de ce que j'évoquais tout à l'heure, la recherche financière chez un courtier, là, évidemment, les journées peuvent être très longues puisqu'on commence vers 7 heures du matin. Alors, je commençais, puisque je ne fais plus, puisque ça consiste on arrive le matin et comme on suit un certain nombre d'entreprises, et on a plutôt à avoir un suivi qui est plutôt de court terme, puisqu'on suit n'importe quelle nouvelle qui va concerner l'entreprise, parmi l'entreprise qu'on suit, il va falloir la commenter et la commenter donc à nos collègues qu'on appelle les vendeurs, qui eux sont chargés d'appeler les clients pour dire voilà ce qui s'est passé sur telle entreprise, on conseille ceci, on conseille cela. Donc c'est quelque chose de très rythmé, assez court terme, et donc on arrive tôt le matin. Et le soir, c'est variable, mais on peut partir tard, puisque encore, comme il faut publier des notes de recherche, une note qui va concerner un événement d'une journée, il faut la publier le lendemain. Si on la publie la semaine d'après, ça n'a plus d'intérêt en fait sur le marché. Donc ça, c'est quand même des contraintes fortes qui font que les journées effectivement sont assez longues. Donc oui, c'est un métier qui peut être assez prenant et fatigant. D'où aussi, il n'y a pas que cette raison-là, mais c'est aussi pour ça que j'ai évolué de nouveau vers la gestion, puisque voilà, on a des horaires qui sont pas forcément aussi contraignants, ou peut-être plus de souplesse et moins de contraintes de devoir produire des recherches ou des choses sur des temps qui sont très courts. Donc aujourd'hui, moi en général, en tout cas avant le confinement, j'arrivais au bureau vers 8h30 et j'en pars le soir vers 19h. Donc voilà, c'est pas affolant. Voilà. Merci Nicolas. Guillaume, est-ce que c'est un peu pareil que Nicolas et Maxime? Maxime nous disait plus de 35 heures. Est-ce qu'on est plutôt à 45 que 70? Moi, je répondrais plutôt par journée. En général, sur un rythme normal, on va dire, j'arrive au bureau un peu vers 9 heures ou un peu avant et je repars vers 20 heures ou un tout petit peu après. Et parfois, il y a des journées où, quand on étudie à fond une société pour pouvoir la racheter, les horaires sont un peu plus denses et parfois on travaille un peu le week-end. Mais une fois que le plus gros du travail est passé et qu'on a des temps un peu de décompression, et là, on peut avoir des journées beaucoup plus light, entre guillemets. Donc c'est un peu variable, mais ça dans un fonds d'investissement qui est actionnaire d'une société, je dirais que c'est pas là où les horaires sont les plus intenses non plus. Donc il y a du boulot, mais ça reste largement vivable et surtout intéressant. Super, merci. On va revenir un peu alors à votre parcours et au type d'école. Comprendre jusqu'à quel niveau d'études vous êtes allé, quel type d'école il faut faire que vous avez faite. Et puis, il y a une question de Khadija que je vous poserai tout à l'heure suite à vos réponses. Nicolas, on peut commencer par vous. Quel cursus, quelle école et jusqu'à quel diplôme vous avez été? Oui, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une école de commerce avec donc une spécialisation en finance de marché et un troisième cycle par la suite. Donc en fait, c'est un bac plus 5. Voilà, pour permettre de recommencer à faire ce que je fais aujourd'hui, ce type de métier. Donc oui, c'est plutôt bac plus 5 et la voie classique, effectivement, c'est plutôt école de commerce. Beaucoup. Il y a eu une période, mais c'est encore le cas, où les écoles d'ingénieurs aussi fournissaient beaucoup de monde à la finance, puisque ça a été dit, il y a des métiers qui sont encore très mathématiques. Aujourd'hui, il y a aussi une dimension technologique qui est de plus en plus importante. Donc, c'est vrai que les profils ingénieurs restent très recherchés dans ces métiers de la finance. Voilà, mais pour ce que je fais moi aujourd'hui, effectivement, je m'intéresse plus à des sujets qui sortent un petit peu de la finance pure, mais qui demandent aussi de s'intéresser à énormément de choses et de comprendre énormément de choses. C'est vrai qu'une formation type école de commerce et économie peut tout à fait convenir. Ce qui est important, c'est surtout la curiosité, l'envie d'apprendre sur énormément de sujets. Ça est peut-être plus important que l'école X ou Y. Alors, c'est facile une fois qu'on est dedans. Je sais que pour rentrer, le nom de l'école, malheureusement, les barrières existent encore beaucoup dans notre pays. Donc voilà, il faut se donner toutes les chances, effectivement, en essayant de faire les bonnes écoles. Mais voilà, pas oublier qu'après,
ça ne suffira pas. Il faut évidemment la personnalité de chacun, l'envie, le goût sur tel et tel sujet, la curiosité, etc., etc. Effectivement, on va revenir sur les compétences et qualités qu'il faut pour exercer ces métiers. Maxime, vous peut-être nous expliquer aussi le parcours que vous avez fait. Et on passera à Guillaume. J'ai notamment plein de questions qui arrivent sur le chat, donc vous inquiétez pas, on va y répondre une par une. Du coup, contrairement à Nicolas, moi j'ai fait un parcours universitaire. Donc, après avoir eu mon bac, j'ai fait toutes mes études à la Sorbonne. Et donc, du coup, j'ai fait jusqu'au Master 2, donc Bac plus 5. Et donc, j'ai fait mes premières années, j'ai fait un parcours général de gestion, donc où on apprend à la fois la finance, la comptabilité, le marketing, le droit, la fiscalité. Et puis, sur les 2 dernières années, je me suis davantage spécialisé en finance. Et donc, je dirais les mêmes propos que Nicolas. Pour ce qui est question le métier de la finance, donc il faut avoir des bonnes compétences en finance, des bonnes bases, mais c'est aussi beaucoup de curiosité et de s'intéresser à de nouvelles activités, être très entrepreneurial dans notre approche. Et donc du coup, c'est vraiment les maîtres mots pour moi dans la finance, c'est curiosité, volonté et puis la rigueur. Voilà. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il y a certaines barrières pour faire certains métiers, mais pour moi, n'importe quel cursus, bien que les grandes écoles d'ingénieurs et les grandes écoles de commerce soient la voie royale, on peut tout bien faire de la finance en prenant le parcours universitaire classique. On avait justement une question, Maxime, à ce sujet de Leïla qui demande si on peut se diriger vers la finance après un DCG. Donc, un DCG, c'est un diplôme de comptabilité et de gestion. Alors, c'est une très bonne voie. Il faut savoir que la base de la finance, c'est la comptabilité. Donc, lorsqu'on décide d'analyser des sociétés de manière sur la performance financière des sociétés, on analyse les comptes qui sont composés donc, du bilan, du compte de résultat et du tableau de trésorerie. Et ces tableaux, ils sont la base de la comptabilité. Ils sont créés par la comptabilité. Donc, c'est la base de la finance, c'est la comptabilité. Donc, c'est plutôt une voie royale. Super. Et est-ce que du coup, faut compléter ce diplôme ensuite ou... Alors, dans le parcours des CG, à ma connaissance, on apprend à la fois la comptabilité, mais aussi les sujets de droit, de fiscalité et également de finance qui sont abordés. Mais c'est également important de compléter ce parcours des CG par une spécialisation sur un des métiers de la finance. Merci Maxime. Et du coup, Guillaume, quelle voie avez-vous choisi? Commerce, ingénieur, universitaire? Enfin voilà, pareil que pour Nicolas et Maxime, quelle voie vous avez pris et jusqu'où? Ouais. Moi, en sortant de terminale, je savais pas trop, je savais pas vraiment quoi faire, donc j'ai fait une classe préparatoire un peu par défaut parce que, comme j'ai évoqué avant, parce que les matières me plaisaient. Et donc j'ai fait une classe préparatoire pour les écoles de commerce. Donc ensuite j'ai fait une école de commerce à HEC Paris et j'ai pris les cours de finance au sein de cette école. Mais encore une fois, il y a plein de façons de découvrir les finances. Il y en a même à Sciences Politiques, il y a un excellent master en finance, même si quand on entend Sciences Politiques, on a l'impression que c'est un peu tout sauf de la finance. Pourtant, il y a un super master là-bas. Dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, ou alors en faisant une formation, un DCG avant et en complétant avec un master. Enfin, il y a plein de façons de se rattacher à la finance du point de vue purement académique. Et donc, je vois une question, quelle est la meilleure école de finance? En réalité, il n'y en a pas parce qu'il y a vraiment il y a plein de façons de le faire. Et après, il y a, voilà, il y a plein d'écoles qui proposent ces formations-là. Donc, il y a plein de façons d'apprendre.
Pour résumer, hein, du coup, on peut faire vos métiers en passant par une classe de commerce, sciences politiques, spécialité éco-finance. Vous me rattrapez hein, si je me résume mal. On peut aussi faire des écoles d'ingénieurs. On peut aussi passer par des universités en gestion, puis spécialité finance. Et puis, effectivement, faire un DCG, donc un diplôme de comptabilité et de gestion, avec un complément derrière en finance. Donc, en fait, il y a pas mal de voies et de profils. Ce qui m'amène en fait aussi à vous poser la question, quelles sont pour vous les compétences qu'on acquiert, mais aussi les qualités fondamentales qu'il faut pour exercer ce métier, Nicolas? Il faut être humble, il faut être curieux, encore une fois, je pense que c'est important. S'intéresser à la vie des entreprises, c'est fondamental, hein, puisque c'est malgré tout la matière d'analyse, ça reste l'entreprise. Donc, il faut s'intéresser à l'entreprise, à la vie de l'entreprise, donc à l'économie, hein, le fonctionnement d'une économie. Il faut voilà, être curieux, pas hésiter à essayer d'aller chercher des idées un peu en dehors des sentiers battus. Je pense que c'est important aussi hein, pour évoluer et alors peut-être plus moi dans le domaine aujourd'hui sur lequel je suis, hein, qui encore une fois qui n'est plus de la finance financière pure, mais voilà, on y trouve aussi beaucoup de satisfaction puisque c'est un domaine qui se développe beaucoup et c'est un domaine, encore une fois, sur lequel il y a peut-être 10 ou 15 ans, on ne pouvait pas se permettre ce que l'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Il nous reste 5-10 minutes pour finir. Selon vous, Maxime, en plus de l'humilité, de la curiosité et puis de savoir de bien gérer le stress, quelles sont les qualités intrinsèques qu'on a en collège, lycée, qui pourront nous servir, même en étudiants qui pourront nous servir dans ce métier-là, et quelles sont les compétences qui sont importantes d'acquérir? Et puis je laisserai Guillaume compléter aussi. Non, mais comme dans tout métier, je pense que déjà, faut aimer ce qu'on fait, le travail. Donc l'une des principales, pour être bon dans son métier, il faut aimer ce qu'on fait. Donc du coup, il faut avoir la volonté de venir tous les matins et d'apprendre de nouvelles choses. Et donc du coup, comme l'a dit Nicolas, il faut avoir de bonnes bases en finance et en comptabilité. Ça reste un métier d'homme avant tout. Donc, lorsqu'on s'adresse à des entreprises, il faut comprendre nos interlocuteurs et se mettre à leur niveau, d'avoir beaucoup d'humilité. Et puis, c'est un métier d'apprentissage au fil des années. Donc, c'est des métiers en finance où on se bonifie avec le temps, au fur et à mesure. Okay. Et Guillaume, du coup, je suis désolée, je rebondis sur ce qu'a dit Maxime. C'est un métier d'homme. Est-ce que quand on est une femme et qu'on a envie de faire vos métiers, est-ce que maintenant ça devient de plus en plus ouvert? Est-ce qu'il faut se battre 2 fois plus? Est-ce que voilà, on est encore très clôturé dans un monde d'hommes ou vous voyez une vraie évolution dans le métier? Moi, entre le moment où j'ai fait mon premier stage en finance et aujourd'hui, c'est passé 5 ans, donc c'est pas énorme, mais assez pour quelque évolutions. Et c'est un métier qui, effectivement, à tort, souvent été un métier euh, assez masculin, que ce soit pour voilà, tout ce qu'on a évoqué avant, les heures que ça demande, la résistance au stress, la rigueur, etc. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, change d'année en année, voire de mois en mois. Et en fait, maintenant, les femmes sont de plus en plus invitées à faire ces métiers. Ça devient même maintenant une demande de la plupart des décisionnaires des différents secteurs. Nous, par exemple, dans nos équipes, on nous demande à ce qu'il y ait le plus de femmes possible parce que on se rend compte que qu'il y en a statistiquement pas assez et que c'est pas normal parce que il faut voilà élargir le plus possible les conditions pour que les femmes puissent faire ce métier. Et c'est des choses assez simples hein, sur les congés maternité, sur les heures, voilà il y a quelques petites choses simples à faire, mais finalement je dirais qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles une femme ne ferait pas mieux ce métier que, en tout cas je parle de personnel, le métier que moi je fais, il n'y a aucune raison pour qu'une femme le fasse aussi bien, voire qu'elle le fasse beaucoup mieux. Donc je pense c'était peut-être un problème ou en tout cas un sujet à polémique il y a peu de temps, mais c'est quelque chose qui se régularise de plus en plus et de mieux en mieux.
tout cas toutes les femmes qui nous écoutent, le message est passé. Mais excusez-moi, si je peux me permettre là-dessus, effectivement, moi je suis dans un domaine où il y a beaucoup plus de femmes effectivement, qui travaillent sur les questions qui m'occupent, donc extra-financières, sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc voilà, c'est un domaine effectivement où les femmes ont toute leur place, et plus que leur place, et c'est tant mieux. Effectivement, nos travaux aussi, quand je dis nos, c'est beaucoup de travaux universitaires également qui montrent ça d'un point de vue plus général, plus large. Évidemment, toute entreprise a tout à gagner, évidemment, à diversifier ses équipes et en particulier vers les femmes, puisque les quelques entreprises gérées par des femmes en général sont très bien gérées. Et nous, en l'occurrence, là, je parle pour moi aussi, on parlait d'humilité, c'est peut-être un sujet qui est un peu moins vrai. Quand on travaille avec des femmes, on a moins de problèmes d'humilité ou de manque d'humilité en tout cas. Voilà, donc j'encourage évidemment toutes les jeunes femmes à pas hésiter dans les métiers de la finance. Pour conclure, la dernière question, quels sont les derniers conseils que vous donneriez à des jeunes qui ont envie de faire les métiers que vous faites, ou en tout cas d'intégrer le secteur de la finance, à la fois pour être recruté et à la fois pour les études à venir? Maxime, je vous laisse continuer. Un premier conseil, c'est déjà de bien travailler à l'école, de bien choisir ses orientations, donc de faire l'ensemble des forums universitaires pour bien choisir cette formation, parce que malgré tout, les métiers de la finance, ça reste, il y a quand même certaines barrières à l'entrée, et donc du coup de choisir le bon cursus avec la bonne université, la bonne école ou la bonne école d'ingénieur, c'est plutôt un plus. Et puis, il ne faut pas hésiter à être proactif, essayer de contacter des personnes de la finance via le réseau LinkedIn pour savoir ce que font les métiers, les métiers des personnes. Et puis, ne pas hésiter à faire des stages. Et quelles sont les barrières, ces fameuses barrières à l'entrée? Les barrières à l'entrée, c'est ce qu'on peut avoir, c'est typiquement français. Et puis, en France, on est très attaché à l'école et donc, du coup, au parcours. Et donc, du coup, il y a certains métiers où il faut avoir fait les meilleures écoles d'ingénieurs et les meilleures facs pour pouvoir aspirer à entrer dans ces métiers. Mais on peut toujours dévier ses voies en ayant beaucoup de volonté et en se faisant son propre réseau. Merci Maxime. Un dernier conseil, Guillaume, pour conclure et pour répondre notamment à Samy qui voulait savoir quelles étaient les compétences. Donc un dernier conseil aux jeunes qui nous regardent. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Maxime et pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que faut pas avoir peur faut pas avoir peur, faut oser oser s'enseigner dans un cursus, même si on n'est a priori pas en génie des maths, oser poser les questions, même si elles sont pas, a priori pas forcément bonnes, et oser aussi, ça je suis totalement d'accord avec Maxime, se renseigner, s'informer auprès de toutes les personnes qui font ce métier ou qui en font un autre, et pour comprendre un peu les différentes perceptions et prendre des avis, récolter des avis pour soi-même se faire une opinion. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour essayer de mettre ses mots à soi sur les différents métiers, et sachant que tout le monde toutes les personnes au moins en dessous de 30 ans, pas trop de vos générations, seront ravis de vous répondre sur LinkedIn, ou même des copains de copains ou n'importe qui. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se faire sa meilleure opinion et s'approprier davantage les sujets. Donc, je pense que voilà, ce sera mon rappel. Un dernier mot, Nicolas, le conseil que vous donneriez aux jeunes qui ont envie de se lancer dans la finance? Je suis d'accord effectivement avec tout ce qui a été dit. Il faut pas hésiter à oser, faire ce qu'on a envie de faire, évidemment. Bien choisir son parcours académique est évidemment important. Mais peut-être aussi, moi j'insisterais sur le fait de ne pas hésiter si on a la possibilité, ou essayer d'aller chercher cette possibilité en tout cas, d'avoir une expérience ou des expériences à l'étranger, puisqu'on parlait effectivement de certaines barrières bien connues dans notre pays, assez spécifiques. C'est peut-être justement l'occasion ailleurs de se faire une expérience dans un domaine qui n'est pas forcément aussi facilement accessible chez nous.
Donc, pas hésiter à aller voir aussi éventuellement dans d'autres pays si on a la possibilité d'intégrer un métier qu'on souhaiterait faire et où l'étiquette serait peut-être un peu moins importante que chez nous. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, Guillaume et Maxime d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Je rappelle que le classement des écoles est disponible notamment sur Mon Avenir en Grand qui se fait le relais des différents sites dont l'étudiant. Vous pouvez également retrouver cette vidéo d'ici une semaine sur la chaîne YouTube de Mon Avenir en Grand et sur le site de Mon Avenir en Grand. Et puis, je dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur le marketing. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. Au revoir. Merci. Merci. À vous.